sujet de la semaine Halakha Actualité, ça sera le lait de culture. Alors, existe-t-il un lait de vache sans vache? On verra ça par la suite. Et quel est son statut halakhique? Vous savez tous qu'en Israël, on parle beaucoup récemment de la réforme de Bezalel Smotrich, la réforme dans le secteur laitier, où il veut ouvrir le marché à l'importation pour essayer de baisser les prix, réduire les coûts, etc. Mais avant de se pencher sur toute cette réforme-là, on pourrait se demander déjà qu'est-ce qu'on appelle véritablement du lait. Comment définit-on le lait d'après la Halakha, puisque aujourd'hui nous savons qu'il existe déjà depuis quelques années. Ça a été créé en 2019, c'est-à-dire il y a à peine 5-6 ans, et validé, autorisé de manière légale en 2023. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça fait 5-6 ans qu'il y a des startups, notamment israéliennes, qui ont mis au point et qui commercialisent cette espèce de lait de culture, lait laboratoire. Et la question sera, comment statuer ce lait au niveau halakhique? Est-ce qu'on parle d'un véritable lait halavi? On peut le manger, on ne peut pas le manger avec de la viande, le mélanger à la viande, ou bien à partir du moment où ce n'est pas un lait qui vient véritablement d'un organe vivant, d'une vache, ce lait sera paré. Alors j'ai vu dans le commerce, ça a commencé à se vendre, bon c'est encore un peu cher bien évidemment. La première Machleva, la première laiterie qui fait ça, c'est Machlevet Gad, donc qui a commercialisé une fameuse bouteille qui s'appelle Remilk, et ça a été repris ensuite par Yotvata. Il n'y a que 2 marques en Israël qui la vendent, c'est encore bien cher. Ça a certains avantages, comme par exemple, on a beaucoup baissé les taux de gras, de graisse, etc. Mais donc la question va être de savoir comment ça statuer. Alors sur la bouteille, j'ai vu que c'était écrit carrément parvé. Au niveau halakha, en fouillant un petit peu, j'ai vu que pas beaucoup de rabbanim parlent de ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Donc j'aimerais qu'on en discute un petit peu dans le cadre de cette petite vidéo. Alors, vous savez tous qu'on connaît déjà le sujet sur la viande de culture. La viande de culture, c'est déjà plus développé. Et, même si ce n'est pas encore vraiment commercialisé, c'est encore un petit peu cher. Mais concernant la viande de culture, alors moi j'ai choisi de parler du lait parce qu'il y a quelque chose de plus intéressant et vous allez le comprendre tout de suite. La viande de culture, en fait, c'est quoi? C'est fait à partir d'une cellule mère, qui est faite à partir d'une cellule d'un animal vivant. Et à partir de cette cellule qu'on insère dans un environnement approprié, on va réussir à développer cette cellule et carrément créer donc un produit qui aura exactement la texture de la viande, le goût de la viande, et ça va ressembler à la viande. Et donc la question va être, est-ce que ce produit, cet article qu'on aura développé tout seul dans un laboratoire à partir d'une cellule mère va être considéré véritablement comme de la viande? Ça a fait un grand sujet déjà qui est très discuté ici chez les rabbanim. Ce qu'il y a d'intéressant dans le lait, et on va revenir tout de suite sur la viande de culture, ce qu'il y a de plus intéressant dans le lait, c'est que là, on n'a même plus besoin de vaches. On n'a même plus besoin de cellules mères. Ce n'est pas un développement cellulaire. On parle de toute autre chose. On parle d'une histoire d'un micro-organisme qui va être génétiquement modifié. Mais j'explique un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on a réussi en fait à trouver donc, dans cet ADN le segment génétique qui est responsable des protéines, de la création des protéines du lait. Et on va prendre ce code, ça peut être par l'intermédiaire de l'ADN de la vache humaine ou carrément de manière synthétique, on codifie, on prend ce code ADN et on l'insère dans une bactérie ou une levure quelconque, et par une certaine fermentation, quand on insérera cet ADN dans cette bactérie, dans un bioréacteur, et qu'on ajoutera de l'eau, du sucre et des minéraux, on va réussir à reformer carrément les protéines. On va créer en réalité les protéines du lait, c'est-à-dire que cette bactérie va devenir comme une petite mini-usine à qui on aura donné la recette qui est codifiée dans l'ADN. Et cette mini-usine de bactéries va pouvoir reconstituer, recréer carrément les protéines du lait qui sont la caséine et le lactosérum. La caséine, c'est les 80% du lait et 20% de lactosérum. Et donc, on va réussir à créer du lait sans vache. C'est-à-dire que théoriquement, même s'il n'y avait pas de vache, on pourrait créer du lait parce qu'on a compris quel était l'ADN et le gène qui est responsable de cette création. Alors c'est vrai que dans la création du monde, Hachem, il a inséré ça dans l'organisme qui s'appelle la vache, mais en réalité, on peut le faire sans vache. Donc là, on ne parle plus de développement cellulaire, on ne se base plus sur une cellule mère, mais carrément, on arrive à recomposer, à recréer par nous-mêmes cette... Alors, ça a été goûté par énormément de gens qui n'arrivent pas du tout à faire la différence entre le vrai lait et le lait de culture. C'est exactement, sauf qu'on a un peu changé, on arrive à avoir un certain contrôle dans les taux de gras, etc. Mais en dehors de ça, c'est exactement la protéine du lait, c'est-à-dire que celui qui est allergique
qui est allergique au lait, il ne faut surtout pas qu'il s'approche de ce remilk vendu par Merchevet. Donc d'où la question, est-ce qu'on peut parler d'un lait comme écrit sur la bouteille parvé, oui ou non? Alors pour revenir un petit peu sur la viande de culture, comme je disais d'ailleurs que c'est quelque chose qui est déjà très discuté, certains rabbanim vont dire, vont aller très loin même, vont dire que en fait c'est pas de la viande. La viande de culture qui est développée par une cellule humaine n'est pas de la viande, n'est pas bassari, on peut la manger avec du lait. Ils vont aller même plus loin, ils vont dire que même si elle est issue d'un animal à qui on n'a pas encore fait la shrita, cette viande sera cachère. Ils vont aller encore plus loin et proposer, peut-être même si c'est issu d'un animal pas cachère, un animal tamé, peut-être que ce morceau sera cachère. Alors les raisons, celui qui a énormément écrit là-dessus, c'est le Rav Tzvi Reisman de Los Angeles, qui a écrit un article très très long dans la brochure Trumin. Et donc il a un sefer Ratz Kazvi où il reprend un petit peu cet article-là. Alors lui, il va carrément vouloir permettre, il y a beaucoup de rabbanim qui l'ont suivi plutôt dans le milieu d'Ati-Léomi, comme quoi, alors il donne plusieurs raisons. La première raison qu'il donne, c'est qu'on a affaire à Bitul Berov. C'est-à-dire qu'étant donné que ces petites cellules de base sont de quantité complètement infime par rapport à l'article qui va être produit par la suite, on peut parler d'une histoire de Bitul, d'annulation par la majorité, d'annulation par la masse. Il y a un principe dans la Torah de Bitul Berov. Il parle aussi du côté invisible, il parle du côté Panim Chadashot. On a des sugyot dans le Talmud, on nous parle de Panim Chadashot, un nouveau visage, il y a quelque chose de complètement nouveau qu'on a créé peut-être à partir d'une cellule, mais qui a pris une nouvelle forme, et donc qui n'est pas inclus dans l'interdit qui était dans cette cellule. Mais la vérité, je vous avoue que je ne m'identifie pas du tout avec aucun des arguments, il rajoute encore pas mal d'autres arguments. Pour moi, c'est incomparable, c'est-à-dire qu'il a comparé l'incomparable. Bitul Berov, la notion d'annulation, on parle dans un mélange, dans une histoire de Taharovet. Ici, on ne parle pas de mélange, on parle de développement cellulaire. Et en plus, il va plus loin, il dit que c'est vrai que normalement, dans Mahamid, quand c'est quelque chose qui fait tenir et qui permet la formation de la chose, on ne dit pas Mahamid. Là, on ne dit pas Bitul Berov, pardon. Là, étant donné qu'il y a d'autres composants, alors ça rentre dans le principe de Zévézégorem, d'accord? Donc, il va très loin, mais a priori, on ne peut pas parler d'annulation, alors qu'on est dans une histoire de développement cellulaire. On n'est pas dans une histoire de mélange. Et quand on nous parle de Panim Chadashot, ce sont des sugyot qui sont décrits dans le chasse concernant, par exemple, un objet qui a perdu sa forme, qui s'est décomposé. Est-ce que quand il se recompose d'une autre manière, la Touma a disparu ou pas? Donc là, on parle de forme, d'objet, de nom. On ne parle pas de matière. Concernant la matière, le Panim Chadashot n'a quasiment aucun sens. Etc. Quasiment tous les arguments qu'il donne, j'ai énormément de mal à les comprendre. Je ne comprends pas le rapprochement, les comparaisons qu'il fait. Pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Là, on est dans un nouveau sujet. Un article, alors ils vont aller jusqu'à dire Panim Chadashot et comparer l'histoire à l'histoire de la gélatine, donc une histoire qui a fait polémique il y a plus d'un siècle, où la gélatine s'est fait à partir d'animal pas cachère, mais qui est complètement décomposé pour être recréé d'une autre manière. Ok, là-bas on parle de quelque chose d'abord qui se décompose, qui se dégrade, et deuxièmement qui est recréé d'une autre manière carrément, alors que là on parle, il n'y a pas de dégradation, et c'est composé, ça fait un morceau de viande. Donc tous les rapprochements qui sont faits par ces rabbanim-là, j'arrive pas du tout à les comprendre. Alors celui qui va être complètement, qui ne partage pas du tout cet avis-là, c'est le Rav Osher Weiss, aussi le Rav Yaakov Ariel, qui ne partage pas du tout cette permission de Rav Tzvi Reisman. Alors eux, ils posent comme... Le Rav Osher Weiss, en fait, il démarre en posant un axiome de base où, pour lui, tout ce qui ressemble à de la viande, c'est-à-dire qu'on va d'après le résultat. Tout ce qui ressemble à la viande, qui a la même texture, le même goût, la même nature, les mêmes caractéristiques, et ben c'est de la viande. Peu importe si ça a été produit, ça a été créé miraculeusement, ou ça a été fait par un micro-organisme modifié, ou par un développement cellulaire, peu importe si le résultat, on a un morceau qui ressemble à de la viande, qui a toutes les propriétés de la viande, le goût, la couleur, la texture, c'est de la viande. Et le Rav Osher Weiss s'appuie sur quelques sources talmudiques. Première source, c'est Gemara dans Menachot Samertet, qui nous parle des blés qui arrive de manière miraculeuse, et la Gemara se demande est-ce que c'est validé pour approcher ça comme Enachot, comme offrande de Beit HaMikdash. Elle considère que probablement oui. Deuxième Gemara, c'est la Gemara dans Sanhedrin Nuntet Amud Bet, qui nous parle donc des morceaux de viande qui sont tombés du ciel pour sauver Shimon ben Khalafta des lions qui étaient affamés. Et il y a un morceau de viande, il se pose devant au Beit HaMikdash pour lui dire ce morceau c'est un morceau d'animal cachère ou pas cachère. Et on lui répond, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de morceau qui descend du ciel et qui ne peut être pas cachère. Donc on verrait dans ces deux gemarotes que finalement le blé miraculeux est considéré comme du blé et la viande miraculée est considérée comme
de la viande, parce que sinon il n'y a pas besoin de se poser la question est-ce que c'est cachère ou pas cachère. Donc, il rajoute aussi, puisqu'on est à l'approche de Hanouka, le shemen zaït de Hanouka, qui était un shemen de miracle, comment il était propre à l'allumage de la menorah Beth Amikdash. C'est apparemment que même quelque chose qui a été créé pas de manière naturelle, organique, mais de manière miraculeuse, a le même statut, puisque c'est le même résultat. Ça, c'est la logique de Rav Osher Weiss. Alors, je vous avoue qu'en fouillant un peu, j'ai vu qu'il y a un Chazon Ish qui démarre avec un axiome vraiment diamétralement opposé. La question, c'est est-ce qu'il change d'avis après au milieu? J'ai l'impression que non, même si certains ont voulu comprendre que oui. Chazon Ish, il dit, il me semble, pour moi, je pose comme base que de la viande, par rapport à tous les sujets halachiques, est considérée comme viande qu'à partir du moment où elle est issue d'un organisme vivant. Y compris par rapport où il sort de Nevela, où il sort de manque de Shrita, et y compris, il propose aussi, même pour pouvoir manger avec du lait. C'est-à-dire que si ça n'a pas été créé d'un vivant, je ne vais pas rentrer dans la Suga du Chazon Ish parce qu'elle est un peu compliquée. Donc on verrait ici vraiment un peu, de manière, il y a une question vraiment presque philosophique ici qui se pose. Est-ce que si j'arrive à reconstituer exactement la même molécule, même protéine, sauf que je ne suis pas passé par l'organe vivant, qui est naturel, mais passé par un laboratoire et par une création humaine, est-ce que finalement je vais d'après le résultat et donc c'est de la viande, c'est du lait ou non? Donc c'est quelque chose qu'on a du mal à statuer, on peut comparer ça quasiment à rien dans la Gemara, même les preuves que Rav Osher Weiss ramène par rapport au blé miraculeux, etc., on parle pas là-bas par rapport à ce qui est relatif aux interdits. Donc c'est quelque chose qui est difficile à statuer. D'ailleurs, j'ai vu que le Rav Tzvi Scherter, qui est Rosh Yeshiva de Yeshivat Yitzhak Elchanan à New York, va complètement dans ce sens-là du Chazon Ish, et dans sa lettre qu'il envoie au docteur Hanor Khan, concernant la viande de culture, il va dans cette logique du Chazon Ish où on ne peut considérer la viande comme de la viande qu'à partir du moment où elle est issue et créée à partir d'un organisme vivant. Donc il y a vraiment, si on cherche à statuer, à avoir une conclusion sur le sujet, je pense que c'est un sujet qui est encore ouvert. D'accord? Alors j'ai pensé qu'on pourrait peut-être comparer, je vais un peu vers la fin, on pourrait peut-être comparer ça à Chalav Shruta. Vous savez que la Gemara Nacholin nous dit que du lait que je trouve dans les mamelles après la Shrita de la mère est un lait, d'après la Torah, permis à la consommation avec la viande. Donc on verrait que le lait n'est pas forcément interdit à la consommation avec la viande. Si c'est un lait qui n'a pas été de manière naturelle, etc., donc peut-être pareil pour le lait de culture. Mais en réfléchissant un peu plus en profondeur, ça dépend pourquoi un lait d'un animal égorgé n'est pas interdit à la consommation avec la viande. Dans Rashi, on verrait que le lait, tant qu'il il est encore dans l'organe, il n'est pas encore défait, il n'a pas encore son indépendance, n'est pas considéré comme du lait. Un peu comme ce qu'on retrouve par rapport au sang qui est incorporé dans les varim, dans les membres, n'est pas encore du sang proprement parlé. Pareil pour le lait. Donc d'après cette logique-là, ça c'est valable pour un lait qui est incorporé dans un animal vivant, mais pas pour un lait qui est déjà indépendant tout seul. Celui-là, il sera oui interdit avec la viande. Mais dans le Rajba, on verrait une autre logique, que comme si c'est oui du lait, mais il y a une Xerat HaKatuv qu'il faut Chalav M. Il faut Chalav M d'un vivant. Donc d'après cette logique, peut-être, c'est vraiment une proposition un peu osée, peut-être que d'après cette logique du Rajba, on pourrait comparer du lait de culture au lait de l'animal Shruta. Donc pour moi, ça reste un débat qui est ouvert. Et même si on va statuer que ce lait est parvé, ce qui à mes yeux paraît un peu gros, parce que moi je vais dans la logique du Chazon Ish, alors on finira avec ça, ça rentrera dans le grand sujet de Maritaïn. Vous connaissez tous le lait de coco, le lait d'avoine, le lait de soja, etc. Est-ce qu'on peut le manger après un repas bassari? Alors bon, ça fait l'objet d'une grande discussion. On voit déjà ça apparaître dans le Rama, dans Siman Pesaïn, où il nous dit qu'il vaut mieux mettre un peu d'amande dans le lait d'amande pour le manger avec de la viande, pour ne pas que les gens se trompent. Vous connaissez le principe de Maritaïn, c'est pour ne pas que les gens se croient que je fais une erreur, je fais quelque chose d'interdit, et ils vont apprendre à faire quelque chose d'interdit. Donc on nous demande, mais quand même, ça démarre déjà d'une Gemara qui dit concernant le sang du poisson qui est permis à la consommation, on dit si tu veux boire un verre de sang de poisson, mets des écailles pour que les gens ne se trompent pas. Donc le Rama s'appuie sur ça et dit pareil concernant le lait d'amande. Donc pour conclure, si c'est une histoire de Maritaïn, le Rav Ovadia Yosef dans Yabi Omer Chelek Vav Siman Tret, il conclut comme quoi il n'y aurait pas aucun problème de boire du lait d'amande ou du lait de soja après un repas bassari, et il se base sur le fait que dans un interdit midera banane, même le Rama est d'accord qu'il n'y a pas besoin de mettre des amandes dans le lait. C'est-à-dire que si j'ai mangé du poulet, vous savez que l'interdit de poulet et lait, c'est interdit des rabanan,
ben là, si c'est du lait de soja ou du lait d'amande, il n'y aura pas besoin de mettre ces amandes. Donc le Rav Yosef, il dit, si pour le lait Midera Banane, pour ce qui est Midera Banane, on a le droit de boire il n'y a pas de problème maritaïne. A priori, il en sera pareil pour le lait de culture. Donc la question de maritaïne, il y a d'autres poskim comme le Knebosel, le Rav Zofer qui n'est pas d'accord. On ne va pas entrer dans le sujet de maritaïne, chacun peut demander à son Rav. Donc la conclusion, c'est que le lait de culture, c'est encore quelque chose de très très nouveau dans les supermarchés. Ça n'existe quasiment pas dans les supermarchés, c'est encore cher. Est-ce que c'est la grande question, c'est est-ce que c'est parvé khalavi? Est-ce qu'on peut prendre un café au lait après un repas bassari? Pour moi, c'est une question qui reste ouverte. J'ai du mal à dire que ça serait parvé, même si j'ai l'impression que beaucoup de rabbinim veulent dire que c'est parvé. Donc, on attendra encore un peu.